Le 25e novembre 1177. Un garçon de 16 ans aux mains nécrosées mène 500 chevaliers contre 20 000 soldats. Il gagne, complètement. C'est la victoire la plus statistiquement improbable de l'histoire médiévale. Et elle s'est réellement produite. Parce que Baudouin le IV, le roi lépreux de Jérusalem, n'a pas seulement remporté une bataille à Montgisard. Il a brisé le cœur de l'armée professionnelle de Saladin si complètement que le sultan s'est enfui sur un chameau de course à travers le désert du Sinaï et a vu 90% de ses forces mourir de soif dans le sable. Vous allez découvrir exactement comment 375 chevaliers croisés ont anéanti une force d'invasion 50 fois supérieure en taille. Vous découvrirez pourquoi Saladin, l'un des plus grands esprits militaires de l'histoire, a permis à son armée de s'étendre sur 32 km de territoire ennemi sans éclaireur. Vous rencontrerez le grand maître des Templiers qui a convaincu un adolescent mourant de charger directement au centre d'une armée qui le surpassait 7 contre 1. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cette bataille a eu plus d'importance que toute autre victoire croisée avant ou après. En commençant par le roi impossible lui-même. Si vous appréciez l'histoire médiévale documentée comme celle-ci, abonnez-vous, c'est ce qui rend cette recherche possible. Commentez d'où vous regardez. Maintenant, entrons dans 1177. Le royaume de Jérusalem, en 1177, mourait. Pas métaphoriquement, littéralement en train de mourir de l'intérieur. 76 ans après que la première croisade eut capturé la ville, les États croisés contrôlaient une étroite bande côtière allant de Beyrouth à Gaza, peut-être 12 000 km². À titre de comparaison, c'est plus petit que le département de l'Essonne. La population était d'environ 400 000 habitants, mais seulement 30 000 étaient des catholiques francs, la classe dirigeante. Le reste étaient des chrétiens orthodoxes, des musulmans, des juifs. Le royaume pouvait mobiliser au maximum absolu environ 2000 chevaliers et 12 000 fantassins. C'est toute la force militaire, totale. Et il était encerclé. Au nord, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche, techniquement alliés mais politiquement fracturés. À l'est et au sud, le sultanat ayoubide. Saladin avait unifié l'Égypte et la Syrie sous son règne dès 1174. Son armée, professionnelle, endurcie au combat, financée par les impôts sur le grain égyptien et les routes commerciales syriennes. Il pouvait lever des armées de 20 à 30 000 hommes quand il le voulait. Les croisés étaient moins surpassés en nombre, sous-financés, et leur roi était un adolescent de 16 ans atteint de la lèpre. Baudouin le IV a été diagnostiqué à l'âge de 9 ans. Son tuteur, Guillaume de Tyr, qui deviendra plus tard l'historien officiel du royaume et notre source principale, l'a remarqué le premier. Le garçon ne sentait pas la douleur dans sa main droite. La lèpre ne commence pas par une décomposition visible, elle commence par une mort nerveuse. En 1177, Baudouin avait perdu toute sensation dans ses deux mains et sur son visage. Sa main droite se recroquevillait en griffes. Il ne pouvait pas tenir une épée. Il tenait les rênes uniquement de sa main gauche. Et il menait des armées. Voici le contexte qui rend Montgisard compréhensible. Septembre 1177, le comte Philippe de Flandre est arrivé en Terre Sainte avec une force nombreuse et bien équipée d'Europe. Des troupes fraîches. Un commandant expérimenté. Baudouin a proposé une campagne conjointe vers le sud en Égypte pour frapper la base économique de Saladin. Philippe a refusé. Il voulait la gloire dans le nord, assiégeant des villes en Syrie. Il a donc pris la moitié des forces disponibles du royaume et a marché sur Harim, laissant la frontière sud de Jérusalem exposée. Saladin l'a immédiatement remarqué. Le 18 novembre 1177, Saladin a traversé l'Égypte pour entrer en territoire croisé avec 26 000 hommes, 12 000 cavaliers d'élite, mamelouks et cavaliers kurdes, le cœur de sa puissance militaire, 14 000 troupes auxiliaires et fantassins, des milliers de chameaux transportant des provisions. Ce n'était pas un raid. C'était une invasion conçue pour capturer Jérusalem pendant que l'armée croisée était divisée. Baudouin avait 375 chevaliers disponibles. C'est tout. La plupart des forces du royaume étaient dans le nord avec Philippe. Les garnisons templières et hospitalières étaient dispersées dans des forteresses allant de Krak, des chevaliers, à Gaza. Baudouin s'est déplacé pour intercepter Saladin à Gaza avec sa petite force. Il ne l'a pas intercepté. Saladin a contourné Gaza entièrement et a marché vers le nord en direction de Ramla et Jérusalem. Le 22 novembre, Baudouin s'est replié dans la forteresse d'Ascalon sur la côte. Saladin a brièvement assiégé la ville, a réalisé qu'il faudrait des semaines pour la faire mourir de faim et a pris sa décision fatale. Il a abandonné le siège et a continué vers le nord, permettant à son armée de se disperser pour le fourrage et le pillage. C'est là que la bataille devient possible. 1177 a été l'une des années les plus sèches du siècle. Nous le savons grâce à l'analyse des cernes des arbres et aux carottes de sédiments prélevés dans la mer de Galilée en 2014.
La sécheresse signifiait que Saladin ne pouvait pas maintenir 26 000 hommes et chevaux concentrés en un seul endroit. Ils auraient épuisé la nourriture et l'eau locale en quelques jours. Il les a donc laissés se disperser sur un rayon de 32 km. Procédure standard lorsque vous croyez que l'ennemi est piégé dans une forteresse et incapable de vous menacer. Ces éléments avancés approchèrent de Ramla, à 24 km de Jérusalem. Son arrière-garde était encore au sud, près d'Ibelin. L'armée était une colonne étirée, pas une formation de combat. Le 25e novembre, matin. Baudouin et 80 chevaliers templiers, sous le grand maître Odon de Saint-Amand, se sont échappés d'Ascalon et ont commencé à suivre le corps principal de Saladin. Ils ont marché vers le nord le long de la route côtière, restant hors de vue. Ils ont récupéré des chevaliers supplémentaires de la garnison d'Ibelin. Balian d'Ibelin a contribué sa force domestique. La force totale était maintenant d'environ 500 chevaliers et peut-être 2000 fantassins, toujours surpassés en nombre 50 contre 1. Mais Saladin ne savait pas qu'ils arrivaient. Midi, le 25e novembre. Les éclaireurs croisés ont localisé la force principale de Saladin près d'un endroit appelé Mont-Gisard, identifié par Guillaume de Tyr comme Mons Gisardi, la colline fortifiée près de Tel Gezer. Coordonnées modernes, 31,86 nord, 34,92 est. L'armée ayoubide traversait un ravin au pied de la colline. Des études archéologiques menées en 2021 ont confirmé que le ravin est plus étroit qu'on ne le pensait. Environ 40 mètres de large au point de traverser. L'armée était étirée, vulnérable, en formation de marche, pas en déploiement de combat. Baudouin a réuni ses commandants. L'évêque de Bethléem voyageait avec l'armée, portant la vraie croix, la relique la plus sacrée du royaume, censée être un fragment de la croix réelle de la crucifixion du Christ. Baudouin s'est prosterné devant la relique. Guillaume de Tyr, qui connaissait Baudouin personnellement et a probablement entendu cela de témoins oculaires, décrit le roi priant pour la victoire ou la mort, puis il s'est levé, a monté son cheval, probablement attaché dans une selle à pommeau haut car ses jambes avaient une sensation limitée, et a donné l'ordre de charger. 500 chevaliers ont formé une lance, les Templiers à l'avant, leur mantel blanc avec des croix rouges visibles à des kilomètres. Baudouin au centre, la vraie croix portée à ses côtés. Raynald de Châtillon, l'un des commandants les plus agressifs du royaume, sur l'aile droite. Ils sont descendus de la colline au galop, la technique de la lance couchée, des bâtons de frêne de 3 mètres avec des pointes en acier, tenus rigides sous le bras, délivrant l'énergie cinétique combinée du cheval et du cavalier en un seul point. La physique est brutale. Un cheval de guerre destrier pèse 600 kg. Au galop, peut-être 15 mètres par seconde. Ajoutez un chevalier en armure, 100 kg supplémentaires. La force d'impact d'un seul chevalier chargeant est d'environ 10 000 newtons. Multipliez cela par 500, frappant simultanément. Le centre ayoubide s'est effondré, instantanément. La garde mamelouk d'élite de Saladin, les plus de 1000 soldats professionnels qui formaient sa protection personnelle, a tenté de former une ligne de défense. Ils ont échoué. La charge croisée a percé à travers eux comme une lance à travers un tissu. Baha ad-Din ibn Shaddad, biographe personnel et confident de Saladin, admet dans sa chronique que l'armée était dispersée pour le pillage et le fourrage lorsque l'attaque s'est produite. Les troupes n'étaient pas prêtes, elles n'étaient pas en armure, beaucoup n'avaient pas leurs chevaux. La cavalerie légère qui formait la majeure partie de la force de Saladin comptait sur la mobilité et le tir à l'arc. Dans une mêlée statique contre la cavalerie lourde, elles n'avaient aucune chance. Saladin lui-même a failli mourir. Plusieurs sources, croisées et ayyoubides, confirment qu'il s'est battu au centre de l'effondrement, essayant de rallier sa garde. Il a échoué. Il a fui le champ de bataille sur ce que Baha ad-Din décrit comme un rapide chameau de course, un daloul élevé pour la vitesse. Il a abandonné son armée. Les Mamelouks qui sont restés pour couvrir sa retraite ont été massacrés. L'infanterie croisée, arrivant derrière les chevaliers, a fourni l'enclume au marteau de la cavalerie. Les soldats ayyoubides piégés dans le ravin ne pouvaient pas battre en retraite, ne pouvaient pas manœuvrer et ne pouvaient pas se battre efficacement. C'est devenu un massacre. La bataille a duré peut-être 2 heures de combat soutenu. Quand elle s'est terminée, l'armée ayyoubides avait cessé d'exister en tant que force fonctionnelle. Les estimations de pertes varient, mais les chiffres les plus conservateurs de l'analyse de Malcolm Lyons, des sources arabes, suggèrent 15 000 morts ou capturés sur le champ. 5 000 autres sont morts dans la retraite. Parce que Saladin ne s'est pas replié vers l'Égypte le long de la route côtière où l'eau était disponible. Il a fui directement vers le sud à travers le désert du Sinaï. Une averse a frappé pendant la retraite, normalement une bénédiction, mais dans le désert, elle a transformé les oueds en crues soudaines. Des hommes se sont noyés, des chevaux se sont effondrés. La plupart des survivants sont morts de soif au cours des 10 jours suivants. Saladin a atteint le Caire le 8 décembre avec une fraction de sa force d'origine.
Baha ad-Din rapporte que le sultan était si dévasté qu'il envisageait d'abdiquer. Les conséquences politiques ont été immédiates. La réputation de Saladin en tant que commandant invincible a été brisée. Ses plans pour conquérir Jérusalem ont été retardés de 10 ans. Et Baudouin, le lépreux adolescent mourant, est devenu une légende. La victoire était si improbable que les chroniqueurs croisés et musulmans l'ont qualifié de miracle. Guillaume de Tyr l'attribue à une intervention divine. Les historiens modernes l'attribuent à la surprise tactique, à l'avantage du terrain et à l'excès de confiance catastrophique des Ayyoubides. Mais voici ce qui rend Mongisard important au-delà du résultat militaire immédiat. Baudouin avait peut-être 5 ans à vivre. Sa lèpre progressait. D'ici 1183, il serait aveugle et incapable de marcher. Mais en 1177, il a prouvé que le royaume de Jérusalem pouvait encore gagner. Cette charge désespérée a acheté au royaume une autre décennie de survie. Elle a forcé Saladin à reconstruire son armée à partir de zéro, et elle a établi le modèle de la façon dont une force massivement surpassée en nombre pouvait vaincre un ennemi supérieur par des tactiques de choc et un timing parfait. La question n'est pas de savoir si 500 chevaliers pouvaient battre 20 000 soldats. Ils l'ont fait. La question est de savoir comment chaque élément, terrain, météo, logistique, leadership, timing et pur courage désespéré, s'est aligné en un après-midi pour rendre l'impossible possible. Et si cela pouvait se reproduire, l'après-Mongisard ne s'est pas terminé sur le champ de bataille. Il s'est terminé dans le désert. Et ce qui s'y est passé révèle pourquoi cette victoire a eu plus d'importance que les chiffres ne le suggèrent. Le 1er décembre 1177, 6 jours après la bataille, la colonne de retraite de Saladin s'étirait sur 64 km de désolation du Sinaï. Aucune formation organisée, aucun train de ravitaillement. Juste des groupes épars de survivants trébuchant vers le sud en direction de l'Égypte. La route côtière, la route logique avec accès à l'eau, a été abandonnée. Trop exposée, trop vulnérable à la poursuite croisée, Saladin a donc choisi le désert. La route la plus rapide, la route fatale, voici ce qui rend la retraite extraordinaire. Baha ad-Din ibn Shaddad, secrétaire personnel et biographe de Saladin, a voyagé avec le sultan lors de campagnes ultérieures et a interrogé des survivants. Son récit décrit des hommes buvant leur propre urine au bout de 3 jours, des chevaux s'effondrant de déshydratation, des officiers abandonnant leurs troupes pour se sauver, et puis la pluie est arrivée, le 3 décembre. Une tempête d'hiver a frappé le nord du Sinaï. Normalement, une bénédiction dans le désert, pas cette fois. Les Oueds, lits de rivières asséchées qui sillonnent la région, se sont transformés en crues soudaines en quelques minutes. Des études hydrologiques modernes du Sinaï, publiées dans un article de 2018 par des chercheurs de l'université de Tel Aviv, confirment que les tempêtes d'hiver dans cette région produisent des crues atteignant des vitesses de 15 km par heure, des murs d'eau de 3 mètres de haut. Aucun avertissement, aucune échappatoire si vous êtes pris dans un lit d'Oued. Baha ad-Din rapporte que des compagnies entières se sont noyées, pas au combat, dans un désert. Les hommes qui avaient survécu à Mongisard sont morts dans des crues soudaines, parce qu'ils étaient trop épuisés pour monter sur des hauteurs. La garde mamelouk, la cavalerie d'élite de plus de 1000 hommes qui formait la protection personnelle de Saladin, a été effectivement détruite. Certains sont morts à Mongisard, la plupart sont morts dans le Sinaï. Au moment où Saladin a atteint le Caire le 8 décembre, il n'avait peut-être que 2000 hommes, sur une armée de 26 000. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. Mais voici le détail qui change notre compréhension de l'impact de la bataille. Saladin n'a pas seulement perdu des soldats, il a perdu sa réputation. Dans la culture militaire islamique médiévale, l'autorité d'un commandant reposait sur la victoire, une victoire constante et visible. Saladin avait passé 3 ans, de 1174 à 1177, à construire son image de leader qui reprendrait Jérusalem. Il avait unifié l'Égypte et la Syrie, vaincu des factions musulmanes rivales, s'était positionné comme le conquérant inévitable des États croisés. Mongisard a brisé ce récit, complètement. En quelques semaines, Saladin a fait face à des contestations de son autorité de la part des émirs d'Alep et de Mossoul. Ses propres officiers ont remis en question son jugement. Une chronique arabe contemporaine, le Kitab al-Rawdatain d'Abu Shama, écrite au XIIIe siècle, rapporte que les ennemis de Saladin se moquèrent de lui, comme du sultan qui s'enfuit à dos de chameau. Les dégâts politiques furent plus graves que la perte militaire, et Baudouin le savait. Le lépreux de 16 ans comprenait que Mongisard n'était pas seulement une victoire tactique, c'était un point d'inflexion stratégique. Dans le mois qui suivit la bataille, Baudouin lança des raids en territoire syrien. Pas de grande campagne.
des frappes calculées, conçues pour démontrer que le royaume de Jérusalem était toujours capable d'actions offensives, que les États croisés ne mourraient pas, que Saladin n'était pas invincible. Les raids ont fonctionné. Au début de 1178, Saladin fut contraint de dépenser des ressources pour reconstruire son armée, au lieu d'attaquer Jérusalem. Il devait prouver à ses émirs qu'il pouvait encore gagner des batailles. Il lança donc une campagne contre des forteresses croisées plus petites dans le nord. Des victoires progressives, des victoires sûres, rien qui ne risquât une autre défaite catastrophique. C'est là que l'impact à long terme devient visible. Mongisar a acheté au royaume de Jérusalem 10 ans, pas en détruisant la capacité de Saladin à lever des armées, il pouvait toujours recruter plus de troupes, en détruisant son élan. En 1177, Saladin était positionné pour conquérir Jérusalem en 2 ans. Après Mongisar, il ne tenta plus d'invasion majeure avant 1187, une décennie entière plus tard. Pourquoi ce délai ? Parce que Mongisar a prouvé que la charge de cavalerie lourde croisée, lorsqu'elle était exécutée avec un timing parfait et un avantage de terrain, pouvait anéantir une force largement supérieure. Saladin a dû développer des contre-tactiques. Il a dû entraîner ses armées à éviter d'être prises en formation de marche. Il a dû reconstruire la garde mamelouk à partir de zéro. Tout cela a pris du temps, des années. Et pendant ces années, Baudouin, malgré sa condition détériorée, a maintenu le royaume uni. En 1183, Baudouin était aveugle. Ses mains et ses pieds étaient complètement engourdis. Il ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas monter à cheval, ne pouvait pas tenir une arme. Son visage était si défiguré qu'il portait un masque en public. Et pourtant, il était resté roi. Il était resté le symbole de la résistance. Parce que Mongisar avait fait de lui une légende. Le lépreux qui a vaincu Saladin. Le garçon mourant qui a sauvé Jérusalem. Baudouin mourut en 1185. 2 ans plus tard, Saladin lança la campagne qui culmina à la bataille de Hattin, le 4 juillet 1187. Cette fois, Saladin gagna, de manière décisive. Il captura Jérusalem le 2 octobre 1187, exactement 10 ans et 10 mois après Mongisar. Le royaume que Baudouin avait sauvé d'une charge désespérée tomba finalement. Mais ces 10 ans ont compté. Ils ont permis à la 3e croisade de se mobiliser. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste de France, Frédéric Barberousse. La réponse européenne massive qui a reconquis la côte et établi un nouveau royaume de Jérusalem, plus petit, qui a survécu jusqu'en 1291. Sans Mongisar, sans cette décennie de répit, la présence croisée au Levant aurait pu se terminer en 1177. C'est le véritable héritage de la bataille. Pas les chances impossibles, pas la charge dramatique, les 10 ans de survie qu'elle a achetés. Et le modèle qu'elle a établi sur la façon dont une force plus petite et technologiquement supérieure pouvait vaincre une armée plus grande par des tactiques de choc et une exécution parfaite. Un modèle que les historiens militaires étudient encore aujourd'hui. Parce que la question n'est pas de savoir si cela pouvait arriver, c'est arrivé. La question est de savoir si les conditions spécifiques qui l'ont rendu possible, terrain, météo, logistique, leadership, timing, pourraient jamais s'aligner aussi parfaitement à nouveau. Voici pourquoi Mongisar est toujours important aujourd'hui. Pourquoi les académies militaires de West Point à Sandhurst enseignent encore cette bataille. Pourquoi les décisions tactiques spécifiques prises en 1177 apparaissent dans les manuels de doctrine moderne. Parce que les principes qui ont rendu l'impossible possible n'ont pas changé. Le choc, la vitesse, le timing, le terrain et la volonté de tout risquer sur un seul moment. La charge de cavalerie lourde à Mongisar n'était pas seulement une brutalité médiévale, c'était la physique mise à profit. Une analyse moderne de la Royal Military Academy de Sandhurst, publiée dans une étude de 2019 sur la guerre montée, a calculé l'effet exact de multiplication de la force. 500 chevaliers chargeant en formation ne délivrent pas 500 impacts individuels. Ils délivrent une vague concentrée d'énergie cinétique qui crée un choc psychologique disproportionné par rapport au nombre. La première rangée frappe, la ligne ennemie fléchit. Avant qu'elle ne puisse récupérer, la deuxième rangée frappe au même endroit, puis la troisième. Ce n'est pas une bataille, c'est une pénétration, une lance à travers l'armure. La cavalerie légère ayoubide à Mongisar était entraînée pour un autre type de guerre. La manœuvre, le harcèlement, l'arc composite à cheval. Leur doctrine, documentée dans les manuels militaires de Saladin conservés dans les archives de la Guéniza du Caire, mettait l'accent sur la mobilité plutôt que sur la masse. Se retirer lorsqu'on est pressé, se reformer, attaquer à distance. Cela fonctionnait brillamment contre l'infanterie statique, contre les forces dispersées, contre les ennemis qui combattaient, de manière prévisible. Mais à Mongisar, ils ont affronté un ennemi qui est apparu de nulle part, a chargé depuis les hauteurs et a frappé avec une force si concentrée que tout leur système tactique s'est effondré en quelques minutes.
Voici le détail qui change tout. La charge croisée n'était pas aléatoire, elle était calculée. Baudouin et ses commandants, Eudes de Saint-Amand, Renaud de Châtillon, Balian d'Ibelin, ont étudié le terrain avant d'attaquer. Le ravin de Telgézer a créé un goulot d'étranglement naturel de 40 mètres de large. L'armée de Saladin, étirée sur 20 000, a dû passer par ce point de franchissement. Les croisés n'ont pas chargé dans un champ ouvert contre 20 000 hommes. Ils ont chargé dans un goulot d'étranglement contre peut-être 2 000 hommes qui étaient en formation de marche, pas en formation de bataille. Le reste de l'armée de Saladin était à des milles de là, en train de fourrager. Au moment où ils ont pu réagir, le centre s'était effondré. C'est la leçon que les armées modernes tirent de Montgisard. Les nombres n'ont pas d'importance si vous ne pouvez pas les déployer. Saladin avait 26 000 hommes, mais au point de contact, au moment de la décision, il en avait 2 000. Et ces 2 000 traversaient un ravin, désarçonnés, sans armure, surpris. Les croisés ont obtenu une supériorité locale au point décisif. 500 chevaliers en armure contre 2000 cavaliers légers dans un goulot d'étranglement. Soudain, les chances ne sont plus impossibles. Elles sont favorables. L'armée de défense israélienne a étudié Montgisard de manière approfondie pendant les années 60 et 70. Des documents de planification déclassifiés de la guerre du Yom Kippour de 1973 montrent des références explicites à la bataille. Le principe ? Accepter une infériorité stratégique si l'on peut obtenir une supériorité tactique au moment critique. Israël en 1973 était entouré d'armées plus importantes. Égypte, Syrie, Jordanie. Les forces arabes combinées surpassaient que les forces israéliennes environ 3 contre 1. Mais la doctrine israélienne mettait l'accent sur la mobilisation rapide, les lignes intérieures et les frappes concentrées sur les points faibles. Montgisard à grande échelle. La stratégie a fonctionné. Israël a survécu. Le parallèle n'est pas exact, mais le principe est identique. Utiliser la vitesse et la concentration pour compenser un désavantage numérique. Mais Montgisard enseigne aussi une leçon plus sombre, la leçon que Saladin a apprise dans le Sinaï, la surconfiance tue. Saladin fut l'un des plus grands commandants de l'histoire. Il avait unifié l'Égypte et la Syrie, vaincu des rivaux internes, construit une armée professionnelle, et à Montgisard, il a commis une erreur catastrophique. Il a supposé que Baudouin était piégé. Il a supposé que l'armée croisée était divisée et incapable de le menacer. Il a dispersé ses forces pour fourrager sans reconnaissance adéquate. Et il l'a payé avec 90% de son armée. Le terme militaire moderne est « échec de la conscience situationnelle ». Saladin a perdu la trace de son ennemi. Il ne savait pas que Baudouin s'était échappé d'Ascalon. Il ne savait pas que les croisés suivaient son corps principal. Il ne savait pas qu'ils allaient recharger. Dans la guerre moderne, c'est ce que les satellites et les drones empêchent. En 1177, cela nécessitait des éclaireurs. Saladin ne les a pas déployés. Pourquoi ? Parce qu'il était certain de savoir où se trouvait l'ennemi. La certitude est dangereuse. La certitude vous fait arrêter de vérifier. Et le moment où vous arrêtez de vérifier est le moment où vous êtes vulnérable. Après Montgisard, Saladin n'a plus jamais commis cette erreur. Ses campagnes à partir de 1178 montrent une attention obsessionnelle à la reconnaissance. Écrans d'éclaireurs multiples. Avant-garde, arrière-garde, patrouille de flanc. Il n'a plus jamais permis à son armée de se disperser en territoire ennemi. Il n'a plus jamais supposé savoir où se trouvaient les croisés. La bataille de Hattin en 1187, la victoire décisive de Saladin qui a capturé Jérusalem, fut l'inverse de Montgisard. Préparation minutieuse. Engagement contrôlé. Les croisés furent attirés dans un terrain sans eau, encerclés et détruits. Saladin a appris de sa défaite. C'est ce qui l'a rendu grand. Pas qu'il n'ait jamais perdu, qu'il ait appris de ses défaites. Baudouin n'a jamais eu cette chance. Il a gagné à Montgisard et a passé le reste de sa courte vie à essayer de préserver cette victoire. En 1180, sa lèpre avait progressé au point qu'il ne pouvait plus faire campagne. Il a nommé des régents, a essayé de gérer la noblesse fractieuse du royaume, a regardé son corps se détériorer pendant que son esprit restait vif. Il est mort en 1185 à l'âge de 24 ans, 8 ans après Montgisard, 8 ans de lente décomposition. Mais ces 8 années ont compté, parce que Montgisard a acheté du temps. Du temps pour que le royaume se prépare, du temps pour que des renforts arrivent d'Europe, du temps pour que Saladin se reconstruise et, en se reconstruisant, devienne prudent. C'est la leçon finale de Montgisard. La victoire ne met pas fin à la guerre, elle achète du temps pour se préparer à la prochaine bataille. Du temps pour prendre la prochaine décision impossible. Baudouin a pris sa décision le 25 novembre 1177. Charger ou mourir, il a chargé, il a gagné, et le royaume de Jérusalem a survécu une décennie de plus. Pas par intervention divine, pas par miracle, parce que 500 hommes à cheval ont frappé 2000 hommes dans un ravin au bon moment. Parce que le terrain,
Le timing et le courage désespéré se sont alignés pendant 2 heures un après-midi de novembre. Parce que parfois, l'impossible est juste à peine possible. Et à peine possible, c'est suffisant. Les hommes qui ont rendu Montgisard possible n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient l'élite militaire de la chrétienté. Des chevaliers qui avaient passé toute leur vie à s'entraîner pour un moment. Une charge, une chance de prouver que l'habileté et l'acier pouvaient surmonter des chances impossibles. Et au centre de cette force d'élite se trouvait un ordre militaire qui allait définir la guerre croisée pendant 2 siècles. Les Templiers. 80 Templiers ont chevauché avec Baudouin ce jour-là. Dirigés par Eudes de Saint-Amand, le grand maître. Eudes avait 53 ans en 1177, un vétéran de 20 ans en Terre Sainte. Il avait combattu à la bataille de Harim en 1164, où les croisés furent écrasés par Nur ad-Din, le prédécesseur de Saladin. Il savait à quoi ressemblait la défaite. Il savait ce qui arrivait lorsque la cavalerie chargeait sans avantage de terrain, sans surprise, sans timing parfait. Et à Montgisard, il a convaincu un roi mourant de 16 ans de tout risquer sur une seule attaque désespérée. Les Templiers n'étaient pas seulement d'élite, ils étaient professionnels. La première force militaire permanente en Europe occidentale depuis la chute de Rome. Fondés en 1119 pour protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem, ils étaient devenus en 1177 quelque chose d'inédit. Un monastère guerrier, des moines qui avaient prononcé des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, qui se trouvaient aussi être la cavalerie lourde la plus efficace du monde médiéval. Ils s'entraînaient quotidiennement, maintenaient leur équipement selon des normes obsessionnelles, suivaient une règle militaire, la règle latine des Templiers, qui spécifiait tout, de la façon de soigner les chevaux au moment où la retraite était permise, ce qui était presque jamais. Les recherches d'Helen Nicholson sur les Templiers, publiées dans sa monographie de 2001, détaillent leur doctrine tactique. Les Templiers combattaient en formation, toujours. Une lance de 10 à 20 chevaliers, chevauchant genou contre genou, lance pointée. L'objectif n'était pas la gloire individuelle, c'était l'impact collectif, l'énergie cinétique maximale délivrée à un seul point. À Montgisard, ces 80 Templiers formaient la pointe de la lance. La première rangée a frappé la garde mamelouk de Saladin, et ils l'ont brisée. Mais les Templiers n'étaient pas la seule force d'élite sur ce champ de bataille. Raynald de Châtillon commandait l'aile droite. Raynald fut l'une des figures les plus controversées de l'histoire des croisés. Brutal, agressif, absolument intrépide. Il avait été capturé par les forces musulmanes en 1160 et avait passé 16 ans dans une prison d'Alep. 16 ans de chaîne. Lorsqu'il fut finalement libéré contre rançon en 1176, il retourna au royaume de Jérusalem, plus dur, plus méchant et plus enclin à prendre des risques que tout autre commandant. À Montgisard, cette agressivité était exactement ce dont Baudouin avait besoin. Quelqu'un prêt à charger des chances de 7 contre 1 sans hésitation. Balian d'Ibelin menait l'aile gauche. Balian était l'opposé de Raynald. Prudent, diplomate, un administrateur compétent qui préférait la négociation à la bataille. Mais c'était aussi un chevalier, entraîné depuis l'enfance. Et lorsque Baudouin fit appel à des volontaires à Ibelin, Balian y apporta toute sa force domestique, peut-être 50 chevaliers. Ses vassaux personnels, des hommes qui lui avaient prêté serment, qui le suivraient dans une mort certaine s'il le leur demandait. Et il le demanda. Voici ce qui rend la structure de commandement des croisés à Montgisard remarquable. Ces hommes étaient en désaccord sur presque tout. Eudes croyait en l'expansion agressive des Templiers. Raynald voulait mener des raids en profondeur en territoire musulman. Balian prônait des traités de paix et des solutions diplomatiques. Dans des circonstances normales, ils pouvaient à peine se supporter dans la même pièce. Mais le 25 novembre 1177, ils fonctionnèrent comme un commandement unifié. Parce que Baudouin, 16 ans, mourant de la lèpre, les avait maintenus ensemble par la seule force de sa volonté. Les chevaliers croisés à Montgisard ne se battaient pas seulement pour le territoire, ils se battaient pour leur survie, pour leur famille, pour leur foyer. La noblesse franque du royaume de Jérusalem était composée de colons de 2e et 3e génération, nés au Levant. Ils parlaient arabe, mangeaient la nourriture locale, épousèrent des familles chrétiennes byzantines et arméniennes. C'était leur pays, pas une patrie européenne lointaine, et l'invasion de Saladin menaçait d'effacer tout ce qu'ils avaient construit pendant 76 ans. Ce désespoir créa une cohésion. Les Templiers apportèrent la discipline, Raynald apporta l'agressivité, Balian apporta la stabilité, et Baudouin apporta la légitimité. Le roi mourant qui refusa de se rendre, qui chargea dans la bataille malgré des mains qui ne pouvaient pas tenir une épée, qui se prosterna devant la vraie croix et pria pour la victoire ou la mort. Cette image, consignée dans la chronique de Guillaume de Tyr, devint le point de ralliement. Pas les tactiques, pas la stratégie, la foi, le courage, la volonté de mourir plutôt que de battre en retraite.
La charge elle-même dura peut-être 10 minutes. 500 chevaliers frappant 2000 soldats ayyoubides dans un goulot d'étranglement de 40 mètres. La physique était brutale. La première rangée de Templiers frappa en premier. Les lances transpercèrent les armures de mailles et le cuir. Les chevaux piétinèrent en les hommes qui tombaient. La deuxième rangée frappa avant que les Mamelouks ne puissent se reformer, puis la troisième. Vague après vague d'acier et de chair de cheval. Le centre aïoubide ne se brisa pas. Il se désintégra. Les hommes fuirent, jetèrent leurs armes, essayèrent de sortir du ravin, et l'infanterie croisée, arrivant quelques minutes plus tard, transforma la retraite en massacre. La garde personnelle de Saladin tenta de tenir bon. Baha ad-Din les décrit formant un cercle défensif autour du sultan. Des soldats professionnels faisant leur travail, gagnaient du temps pour que Saladin s'échappe. Ils moururent jusqu'au dernier homme. Saladin s'enfuit sur son chameau de course. Le sultan, qui avait unifié l'Égypte et la Syrie, qui s'était positionné comme le reconquérant de Jérusalem, fuyant pour sa vie à travers un territoire ennemi pendant que son armée s'effondrait derrière lui. C'est le coup humain de Montgisard. 15 000 soldats ayyoubides morts sur le champ de bataille. 5 000 autres morts dans le Sinaï. 20 000 hommes. La plupart étaient des conscrits, des fermiers et des artisans enrôlés de force. Des hommes qui n'avaient pas d'autre choix que de suivre leur sultan au combat. Et ils moururent parce que Saladin fit une erreur, parce qu'il dispersa ses forces, parce qu'il ne déploya pas d'éclaireurs, parce qu'il était certain que l'ennemi était piégé et incapable de le menacer. Les croisés perdirent moins de 200 chevaliers. Remarquable, presque impossible. Mais la victoire eut un prix. Beaucoup de survivants furent blessés. Os brisés par l'impact de la charge, coupure d'épée mamelouk, épuisement après 2 heures de combat soutenu en armure complète. Et Baudouin lui-même, déjà mourant, poussa son corps au-delà de ses limites. Guillaume de Tyr rapporte que le roi pouvait à peine descendre de cheval après la bataille, que ses mains saignaient, qu'il dut être ramené à Jérusalem sur une litière. Mais ils gagnèrent, contre toute attente, contre une armée professionnelle 50 fois plus nombreuse. Ils gagnèrent parce que chaque élément s'aligna. Le terrain, le timing, le leadership, le courage et le désespoir. La connaissance que la retraite signifiait la fin du royaume. Que c'était le moment, charger ou mourir. Ils chargèrent. Et le royaume de Jérusalem survécut une décennie de plus. Montgisard ne sauva pas seulement Jérusalem en 1177, il créa un mythe. Une histoire si improbable que les deux camps eurent du mal à l'expliquer, et les mythes ont du pouvoir. Ils façonnent la façon dont les armées combattent, comment les commandants pensent, comment les royaumes survivent quand la survie semble impossible. Quelques semaines après la bataille, l'histoire se répandit dans toute la chrétienté. Un roi lépreux, adolescent, 500 chevaliers, 20 000 envahisseurs annihilés, la vraie croix portée au combat, intervention divine, miracle. Le récit était parfait, trop parfait. C'est pourquoi les historiens passèrent des siècles à essayer de séparer le fait de la légende. Et voici ce qu'ils trouvèrent. Le miracle n'était pas divin, il était tactique. Chaque élément qui rendit Montgisard possible peut être retracé à des décisions humaines. Analyse du terrain, timing, reconnaissance, la volonté d'exploiter un seul moment de vulnérabilité ennemie. Mais le mythe comptait plus que les faits, parce que le mythe changea les comportements. Après Montgisard, les commandants croisés crurent que l'impossible était réalisable, que la foi et le courage pouvaient surmonter un désavantage numérique, qu'une charge parfaite pouvait briser un empire. Et ils avaient raison, parfois. Le problème était que Montgisard était irrépétable. Les conditions spécifiques, sécheresse, ennemis dispersés, goulot d'étranglement du terrain, surprise totale, ne s'alignèrent jamais aussi parfaitement. Mais la leçon resta. Chargez, risquez tout, faites confiance aux tactiques de choc. Et parfois, cela fonctionna. À Arceuf, en 1191, Richard Cœur de Lion utilisa le même modèle. Charge de cavalerie lourde au moment décisif. L'armée de Saladin se brisa. Encore. Mais à Hattin, en 1187, les croisés chargèrent dans un piège. Pas d'avantage de terrain, pas de surprise, pas d'eau. Ils furent encerclés et détruits. C'est le danger d'apprendre des miracles. Ils enseignent la mauvaise leçon. Montgisard fonctionna parce que chaque variable s'aligna. Terrain, météo, logistique, leadership, timing. Supprimer un seul élément et la charge échoue. Mais le mythe le simplifia. Le courage vainque, la foi conquiert. Charger et Dieu pourvoira. Et cette croyance tua des milliers de croisés au cours du siècle suivant. Parce que Dieu ne fournit pas davantage de terrain, les commandants le font. Et Saladin apprit cette leçon à Montgisard. Jamais plus il ne laisserait son armée être prise en étant dispersée. Jamais plus il ne sous-estimerait son ennemi. Jamais plus il ne considérerait la victoire comme inévitable. La bataille de Hattin le prouve.
Le 4 juillet 1187. 10 ans après Montgisard, Saladin attira l'armée croisée dans un terrain sans eau près de la mer de Galilée. Températures supérieures à 40 degrés Celsius. Pas de source, pas de puits. Les croisés marchèrent toute la journée en armure complète. Le soir, ils mouraient de soif. La cavalerie légère de Saladin les harcelait constamment. Flèches à distance, retraite avant le contact. Les croisés ne pouvaient donc pas se rapprocher, ne pouvaient pas charger, ne pouvaient pas percer. Ils campèrent que sur une colline appelée les Cornes de Hattin, encerclés. Pas d'eau, pas d'issue. Le lendemain matin, Saladin attaqua. La charge croisée, la même tactique qui avait gagné à Montgisard, échoua. Les chevaliers étaient épuisés, déshydratés. Leurs chevaux ne pouvaient en pas courir. La charge se brisa avant d'atteindre les lignes de Saladin. La cavalerie ayoubide les encercla, les décima. Dans l'après-midi, l'armée croisée avait cessé d'exister. Le roi Guy de Jérusalem capturé, Raynald de Châtillon exécuté personnellement par Saladin. La vraie croix capturée, perdue, jamais retrouvée. 3 mois plus tard, Saladin assiégea Jérusalem. Le 2 octobre 1187. La ville se rendit. Le royaume que Baudouin avait sauvé à Montgisard avait disparu. Mais voici le détail qui importe. Saladin ne massacra pas la population, ne brûla pas la ville. Il permit aux habitants francs de se racheter et de partir. Balian d'Ibelin, qui avait combattu à Montgisard, qui avait mené l'aile gauche de cette charge impossible, négocia la reddition, et Saladin honora les termes. Pourquoi ? Parce que Montgisard lui avait appris le respect. Les croisés pouvaient encore se battre, pouvaient encore gagner, pouvaient encore infliger des défaites catastrophiques s'ils étaient sous-estimés. Saladin n'oublia jamais cela. Même dans la victoire, il resta prudent. Cette prudence sauva des vies. Lors du siège d'Acre pendant la Troisième Croisade, 1189 à 1191, Saladin aurait pu prendre la ville d'assaut à plusieurs reprises, aurait pu submerger les défenses croisées par sa supériorité numérique. Il ne le fit pas. Il attendit, manœuvra, évita les assauts directs, parce que Montgisard lui avait montré ce qui arrivait quand on présumait la victoire certaine. On perdait 90% de son armée dans le désert. Saladin joua donc la sécurité, et les croisés tinrent Acre, reprirent la côte, établirent un nouveau royaume de Jérusalem, plus petit, qui survécut 1 siècle de plus. C'est le véritable héritage de Montgisard, pas la victoire impossible. La prudence qu'elle créa, le respect qu'elle imposa, la décennie de survie qu'elle acheta, et le modèle qu'elle établit pour la façon dont une force massivement dépassée en nombre pouvait vaincre un ennemi supérieur par une exécution parfaite au moment décisif. Les armées modernes étudient Montgisard parce que les principes restent valables. Obtenir une supériorité locale au point de contact. Utiliser le terrain pour annuler l'avantage numérique. Frapper quand l'ennemi est vulnérable, pas quand il est prêt. Chronométrer l'attaque parfaitement. Tout engager au moment décisif. Et accepter que si une seule variable échoue, vous perdez. Ce n'est pas de la foi, c'est du calcul. Froid, brutal, efficace. Le 25 novembre 1177. 500 hommes à cheval frappèrent 2000 hommes dans un ravin. Échangèrent l'histoire, pas par intervention divine, par analyse du terrain, surprise tactique, et la volonté de tout risquer dans une seule charge désespérée. Parce que parfois, l'impossible est juste à peine possible. Et à peine possible, c'est suffisant. Les hommes qui survécurent à Montgisard portèrent dans le souvenir toute leur vie. Et ces souvenirs façonnèrent la façon dont la génération suivante combattit. Comment ils pensaient aux chances impossibles. Comment ils comprenaient ce que signifiait réellement le courage. Parce que Montgisard n'était pas juste une bataille. C'était la preuve que les calculs pouvaient être faux, que le certain pouvait devenir incertain en 2 heures un après-midi de novembre. Raynald de Châtillon survécut à Montgisard, combattit encore une décennie. À la bataille de Hattin en 1187, il fut capturé par les forces de Saladin, amené devant le sultan dans sa tente. On lui offrit de l'eau, ce qui, dans la coutume islamique, signifiait la miséricorde. Raynald refusa. Saladin l'exécuta personnellement, le frappa avec une épée. Les gardes achevèrent le travail. Pourquoi ? Parce que Saladin se souvenait de Montgisard, se souvenait de l'homme qui avait mené l'aile droite de cette charge impossible, qui avait contribué à détruire 90% d'une armée ayoubide. Raynald mourut, parce qu'il avait prouvé 10 ans plus tôt qu'il était trop dangereux pour être laissé en vie. Balian d'Ibelin survécut à Montgisard, devint le défenseur de Jérusalem en 1187, lorsque la ville fut assiégée. Négocia la reddition qui sauva des milliers de vies. Saladin lui permit de partir avec honneur. Pourquoi ? Parce que Balian avait combattu à Montgisard, avait mené l'aile gauche, avait gagné le respect par cette seule charge désespérée. Un respect qui se traduisit par de la miséricorde une décennie plus tard. Eudes de Saint-Amand survécut à Montgisard, le grand maître templier qui avait convaincu Baudouin d'attaquer.
Il fut capturé à la bataille du Gué de Jacob en 1179. Mourut dans une prison de Damas un an plus tard. Jamais rançonné, jamais libéré, parce que Saladin savait ce qu'il avait fait. Savait qu'Eudes avait été l'esprit tactique derrière la charge qui avait brisé l'invasion ayoubide. Certaines victoires sont trop complètes pour être pardonnées. Et Baudouin lui-même, le lépreux de 16 ans qui chargea en bataille avec des mains incapables de tenir une épée. Il vécut encore 8 ans. 8 années de déclin médical documenté que les pathologistes modernes peuvent retracer grâce à des récits contemporains. Dès 1177, 2 ans après Montgisard, Guillaume de Tyr rapporte que la main droite de Baudouin était complètement paralysée. Ses doigts s'étaient recroquevillés en une griffe permanente, inutilisable. Dès 1181, la maladie avait détruit les nerfs de ses pieds. Il ne sentait plus les étriers, ne pouvait plus tenir en équilibre sur une selle sans aide. Dès 1183, les nerfs optiques cédèrent. Cécité totale, pas un assombrissement graduel. Une perte complète de la vision sur une période de quelques mois. Et dès 1184, ses jambes ne pouvaient plus supporter son poids. Porté sur une litière pour passer en revue les troupes, son visage si défiguré qu'il portait un masque d'argent, pas par vanité, mais parce que les lésions du nerf facial avaient laissé ses traits effondrés d'un côté. La lèpre lépromateuse détruit la symétrie. Le cartilage du nez s'érode, les sourcils tombent. Les descriptions contemporaines suggèrent que son visage était devenu méconnaissable par rapport au garçon qui avait chargé à Montgisard. Mais il resta roi, restait le symbole. Car Montgisard l'avait rendu intouchable. La noblesse qui aurait pu le déposer, qui aurait pu le déclarer inapte à régner, ne pouvait toucher le roi qui avait sauvé Jérusalem. La légende le protégeait quand son corps ne le pouvait plus. Voilà ce qui rend l'héritage de Montgisard si spécifique, si mesurable. Il ne s'agit pas d'inspiration, il s'agit de temps. La bataille a acheté 10 ans, de novembre 1177 à octobre 1197. 10 ans de survie, 10 ans pour que des renforts arrivent d'Europe. 10 ans pour que des châteaux soient construits et fortifiés. 10 ans pour qu'une nouvelle génération de chevaliers s'entraîne. Et quand Jérusalem tomba finalement en 1197, le royaume ne prit pas fin. Il se replia sur la côte. Tenu Acre, Tyr, Tripoli. Survécut un siècle de plus parce que Montgisard avait prouvé que la survie était possible. La troisième croisade, Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, Frédéric Barberousse, se mobilisa parce que Jérusalem tomba. Mais ils avaient quelque chose pour quoi se battre, parce que les villes côtières tenaient bon. Et ces villes tenaient bon, parce que Montgisard avait acheté le temps de les fortifier. Les 10 ans comptaient. Chaque forteresse construite, chaque traité signé, chaque chevalier entraîné. Tout cela remontait à 2 heures, le 25 novembre 1177. Les historiens militaires modernes étudient Montgisard dans les écoles d'état-major, de West Point à Sandhurst, car les principes tactiques restent valables. Une analyse de 2022 publiée dans le Journal of Military History a examiné 15 batailles, de Cannes en 216 avant J-C, à la guerre des 6 jours en 1967, où des forces plus petites ont vaincu des armées plus importantes. Les facteurs communs: avantage du terrain, surprise tactique, force concentrée au point décisif et excès de confiance de l'ennemi. Montgisard obtient un score parfait sur les 4 variables. C'est le modèle. L'étude de cas qui prouve que les principes fonctionnent lorsqu'ils sont exécutés sans faille. Mais voici ce qui la rend irrépétable. Chaque variable a dû s'aligner. La sécheresse qui a forcé Saladin à disperser son armée. Le ravin qui a créé un goulot d'étranglement. La formation de marche qui a laissé le centre ayoubide vulnérable. L'échec complet de la reconnaissance qui a permis à 500 chevaliers de s'approcher sans être détectés. Le timing qui a mis la force de Baudouin en position au moment exact où l'armée de Saladin traversait le ravin. Supprimer un seul élément et la charge échoue. Les croisés sont encerclés et détruits. Baudouin meurt à 16 ans. Jérusalem tombe en 1177 au lieu de 1197. Les États croisés se terminent une décennie plus tôt. C'est la vraie leçon de Montgisard. Pas que le courage triomphe de tout, que l'exécution parfaite de principes tactiques solides, combinés aux erreurs de l'ennemi et aux facteurs environnementaux, peut surmonter des obstacles impossibles. Parfois, une fois, dans des circonstances très spécifiques qui ne s'aligneront probablement jamais exactement de la même manière. L'armée israélienne l'a étudié, a appliqué les principes à grande échelle en 1967 et 1973, a gagné les 2 fois. Mais ils avaient la supériorité aérienne, l'armure mécanisée et les lignes intérieures. Baudouin avait 500 chevaux et un ravin. Les principes ont été adaptés. Le miracle ne l'a pas été. Le 25 novembre 1177, 500 chevaliers chargèrent 20 000 soldats, ont complètement gagné, ont tué 15 000 sur le champ de bataille.
ont vu 5000 autres mourir dans le désert, ont brisé la réputation de Saladin si complètement qu'il passa une décennie à se reconstruire, a acheté au royaume de Jérusalem 10 années supplémentaires de survie, et a établi un modèle tactique que les théoriciens militaires étudient encore 847 ans plus tard. Non pas parce que c'était une intervention divine, parce que chaque élément de terrain, de timing, de leadership et d'erreur de l'ennemi s'est aligné pendant 2 heures. Parce que le presque impossible suffisait. Parce que parfois les calculs sont faux, et 500 hommes à cheval peuvent briser un empire. Une fois, à Montgisard. Un après-midi de novembre, où un jeune garçon mourant de 16 ans a décidé que charger contre des chances de 7 contre 1 était préférable à attendre la mort dans une forteresse. Il a chargé, il a gagné, et le royaume a survécu une décennie de plus. Ce n'est pas un miracle, c'est ce qui arrive quand l'impossible devient inévitable pendant exactement 2 heures, et 2 heures suffisent à changer l'histoire.